à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Michel Lestruel sur Network Master Pro et aujourd'hui c'est vraiment un privilège pour moi d'être accueilli chez mon ami Yannick Alain. Alors Yannick, comment vas-tu? Fantastiquement bien, le privilège est partagé parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, on avait fait une interview, c'est moi qui t'ai interviewé, donc je suis honoré pour le coup que c'est toi qui viennes m'interviewer à moi. Ben écoute, c'est moi qui ai honoré en fait, et c'est vrai que Yannick Alain est un aimant à opportunité, c'est un blogueur professionnel, intervieweur et surtout c'est un professionnel de la vente et je suis certain que cette interview va vraiment vous servir, va vous apporter énormément et vraiment je te remercie en tout cas Yannick de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Je suis touché, donc j'ai hâte de commencer. Eh bien écoute, on va commencer. Tout d'abord, si tu pouvais un peu te présenter, expliquer un peu ton parcours, ton enfance, c'est intéressant, ce que tu as vécu, l'environnement dans lequel tu vivais, et puis un peu ta scolarité, un peu comment ça s'est passé, et puis comment tu t'es retrouvé là. Voilà, je te laisse. On ne peut pas dire que je sois quelqu'un de très scolaire, en vrai. D'accord. Je passais une enfance, on va dire, ce qu'on peut dire de classique. Moi, j'ai été élevé dans la campagne toulousaine. Mes grands-parents, par mes grands-parents surtout, ma mère étant chanteuse professionnelle et étant amenée à beaucoup se déplacer, finalement, j'étais surtout chez eux. Et du coup, c'était des gens qui étaient, voilà, qui avaient des revenus très modestes, voilà, qui étaient déjà modestes en général, mais qui m'ont appris beaucoup de valeurs, notamment les valeurs de la famille, les valeurs du rassemblement, parce que chez mes grands-parents, il n'y avait pas moins de 10-15 personnes tous les jours quasiment qui Je comprends d'où ça vient, tous les gens qui viennent chez toi. Ouais, c'est un petit peu ça, tu vois, le côté très social que j'ai, je pense que je le leur dois à ma grand-mère et mon grand-père. Et voilà, alors franchement, eux avaient un point de vue sur les commerciaux qui n'était pas très bon, donc ce qui est assez rigolo de finalement me retrouver aujourd'hui à la place à laquelle je suis, où je blogue sur la vente, je suis un professionnel de la vente, j'ai fait toute ma carrière dans la vente, j'étais directeur commercial à 26 ans, directeur général à 33 ans, d'une boîte qui faisait plusieurs millions d'euros, donc j'ai une certaine réussite dans ce domaine-là, et pourtant je n'étais pas du tout prédestiné à réussir dans le commerce, en vrai, parce que je crois que chez mes grands-parents, et puis je pense chez beaucoup de foyers aussi en général, il y a énormément de préjugés en fait finalement autour de la vente. Tu sais, la vente c'est mal parce que ça appelle à l'argent, ça appelle à de la persuasion, ça appelle à des tas de choses comme ça. Et donc je pense que mes grands-parents étaient un petit peu aussi touchés par ce genre de choses, et quelque part moi aussi. En vrai. Et donc du coup, moi j'étais franchement une turne à l'école. Alors à Toulouse on dit une turne, mais j'étais vraiment mauvais à l'école. Je pense que ça se dit partout. Ça. Ouais, je trouve que ça se dit partout, c'est vraiment mauvais à l'école. J'étais vraiment le toto de l'école. C'était vraiment pas mon format d'apprentissage. Et d'ailleurs, je pensais que j'étais nul, en vrai, j'avais pas confiance en moi, parce que du coup, comme j'étais nul à l'école, du coup, j'avais aucun moyen de me valoriser autrement, donc du coup, je pensais que j'étais nul, et j'ai continué comme ça, et puis un jour, en fait, finalement, moi, à mon époque, soit tu étais manuel, soit tu étais intellectuel. Et j'étais pas manuel, mais visiblement, j'étais pas intellectuel non plus. Donc en fait, quand t'es ni manuel, ni intellectuel, à mon époque, t'étais dans la merde. En fait, en vrai, tu savais pas qu'est-ce qu'on allait faire de toi. Et un jour, j'ai une prof, parce que j'étais tout le temps, j'aimais m'occuper des autres, et donc du coup j'étais tout le temps très, j'étais délégué de classe, je faisais ce genre de choses, et j'ai une prof un jour qui m'a dit, mais Yannick, tu devrais faire du commerce parce que tu as du bagou, tu parles beaucoup, et donc du coup voilà, elle avait la vision finalement du commercial, genre de foire qui vous embrouille. Elle a eu la vision pour toi en fait. Ouais voilà, et en fait elle a eu la vision pour moi, elle s'est dit, lui, c'est un embrouilleur, donc du coup, on va le mettre à la vente. Donc tous les embrouilleurs, vous avez compris, ouais, voilà, vous avez une chance. Non, mais c'est un petit peu ça, mais c'est rigolo parce que, en fait, en vrai, être un bon vendeur, c'est absolument pas être un embrouilleur. Et donc, du coup, moi, je suis parti avec ça, je suis parti avec cette identité-là, parce que tu sais, un enfant, jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans, il ne se pose pas la question de savoir si l'adulte, il a raison ou il a tort. En fait, à partir du moment où c'est un adulte, il a certainement raison, et c'est un petit peu comme si c'était un voyant. Donc, du coup, on m'a condamné à être vendeur. Alors j'ai dit, bon ben ok, c'est cool, du coup je vais être vendeur. Au final, ça a été une belle condamnation. Ah, c'était une belle condamnation, mais au début c'était compliqué parce que je vendais rien du tout au départ quand même. D'accord. Donc ça a été un apprentissage. Ben oui, complètement. En fait, au début, j'étais, on va dire, dans une logique où je me disais, puisqu'il faut que je parle beaucoup, je vais faire ça. Donc j'ai fait quelques petites études de commerce, donc j'ai fait un BEP, alors j'ai fait un BEP en 1 an de comptabilité, donc bon, il fallait le faire, je l'ai fait. Ensuite j'ai fait un bac professionnel vente représentation, qui à l'époque était le cursus le plus court pour devenir un commercial. Et ensuite, donc que j'ai eu assez facilement, voilà, les profs pareil pensaient que le fait d'avoir du bagou, ça me servirait. Et quand je suis arrivé dans le monde de la vente, en fait, je me suis retrouvé, en fait, je vendais rien du tout.
parce que finalement les gens n'aimaient pas avoir affaire à un embrouilleur. Ouais, En je fait, comprends. en vrai, tu vois, et même moi, je me sentais pas bien dans ces baskets-là, tu vois. Je me sentais pas à l'aise, tu vois, dans le côté. Euh, euh, parce que, franchement, il y a beaucoup de mauvaises pratiques dans le milieu de la vente. Comme dans tous les milieux. Tu as des avocats véreux, Bien sûr, bien t'as sûr. des médecins qui sont mauvais, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que dans la vente, moi, je suis tombé dans des entreprises où, en fait, les gars, c'était des escrocs en vrai. Et du coup, on me faisait vendre des façades en porte-à-porte au début. Et donc, au début, je vendais rien du tout. Franchement, j'avais une particularité en tant que commercial, c'est que je vendais rien du tout. Je payais pour aller travailler parce que j'étais payé qu'à la com. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de fixe et j'avais la particularité d'avoir une voiture qui faisait plus d'huile que d'essence. Tu sais, c'était la vieille voiture toute pourrie corps de bas avec le côté rayé. Je me rappelle, je me revois aller, tu sais, dans les supermarchés, aller chercher de l'huile, tu sais, pour ma bagnole, de l'huile 1, tu sais, la moins chère. Et pendant que je prospectais, que j'allais voir les maisons. Parce que tu avais des fuites. Ouais, voilà, j'avais des fuites. Du coup, je rajoutais de l'huile pendant la prospection. Enfin bref, si je m'étais vu à l'époque, j'aurais pas misé grand-chose sur moi. Et un jour, je vends à une dame. Déjà, ça n'arrive jamais. Hein. Tu vends à une dame voilà, qui en plus était surendettée, et je lui vends en fait une façade. Donc là, tu es content. Là, mon patron, Yannick, vous êtes le meilleur, bravo, tout ça. Écoutez, on se retrouve demain à l'agence pour signer. Cette femme, elle était surendettée. Je me sentais mal parce que, vous savez, c'est les systèmes de vente où en fait on fait un entonnoir. Et du coup, les gens, on les verrouille. Et en fait, les gens, à la fin, ils sont un petit peu obligés de vous dire oui, en vrai. Ils sont un peu obligés parce que tu les as verrouillés. En fait, le mec, il peut plus te dire non, en fait, finalement. Mais tu fais pas de la vente. Là, tu fais vraiment de la manipulation avec ce type de Ouais, je choses-là. comprends. Je parlerai peut-être, si tu veux, de la Bien sûr. différence pour moi, entre persuasion et Et manipulation, ouais, c'est très important. et donc, du coup, je me dis, mais oh putain, je me dis, mais j'ai vendu, je vends cette dame, puis je rentre et je me sens super mal. Je me sens mais mal, mais mal, mais mal. Et le lendemain matin, en fait, mon grand patron descend en fait de Lyon pour fêter ma première vente. Alors, il descendait pour d'autres choses, j'imagine. Il n'y avait pas que ça à foutre, mais et le lendemain matin, avant de partir au bureau, je vais revoir la dame. Je lui rends le contrat et je lui dis pas, c'est de la merde ce qu'on fait, voilà, parce que c'était pas le cas en plus. Hein. Mais par contre, c'était vendu très très cher. Et je lui dis juste réfléchissez, parlez-en autour de vous, le truc qu'il faut jamais faire. Hein, Oui, tu bien vois, sûr. le truc, tu vois, où tu sais que la vente elle pète, voilà. Et elle me dit bon d'accord, elle me dit je regarderai, prenez le contrat et réfléchissez. Et finalement, bon ben j'arrive au bureau, en fait, tu sais, il y avait le patron, le champagne, tout ça, et mon patron qui, tu sais, genre, j'attends le contrat, tu vois, j'attends. Et le chèque? Ouais, et le chèque. Et là, je lui dis, ben je n'ai pas le contrat. Et là, mon patron me dit, mais il me dit, pourquoi, enfin, vous l'avez oublié chez vous? Non, non, je l'ai ramené à la dame. Et là, en fait, donc là, mon chef des ventes, lui, il était liquéfié. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Moi, je l'ai embauché, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et le grand patron qui, en plus, j'avais tous mes collègues et tout, tu vois, pour donner l'exemple, il dit là, vous prenez vos affaires, là, vous allez chercher vos affaires, là, et vous êtes viré sur le champ, de suite. En même temps, virer à toucher 0 €, c'était pas bien grave pour moi. Mais voilà, et puis en partant, en fait, il me dit, vous savez, Yannick, pour 200 €, je peux vous faire casser la gueule. C'est là, moi je descends, tu vois, franchement j'étais jeune, quoi, tu vois, je la ramenais pas, tu vois, je descends, je vais récupérer mes affaires, et en remontant, tu sais, j'ai un petit regain d'énergie, je lui rends mes affaires, et je lui dis, vous savez, monsieur, vous, peut-être que pour 200 €, vous pouvez me casser la gueule, mais moi, pour 0 €, je peux vous faire enterrer dans un trou. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et il a rien répondu. Et il a dit ok, il a pris, voilà tout ça, et puis voilà, moi je suis parti, et puis j'ai fait la. Mais là, du coup, en fait, finalement, moi je me suis posé beaucoup de questions sur mes qualités de vendeur déjà, et puis je me suis posé beaucoup de questions aussi sur, Sur le milieu? le métier. En fait, je me Ouais. suis dit, est-ce que c'est un vrai bon métier? En fait, ça. Est-ce que c'est un métier finalement qui est fait pour moi? Qui a Je de- sentais que j'avais ouais, cet c'est- élan en moi. Je comprends. Est-ce que J'avais- c'est un métier qui a de l'intégrité, tout ça? Ouais, est-ce qu'il y a de l'intégrité, tout ça. Et moi, je sentais que j'avais ça en moi, j'avais cette envie de vouloir persuader les gens, j'avais cette envie de vouloir aider les gens, mais j'avais l'impression que cette notion d'aide, elle n'existait pas en Ouais. fait. Dans les entreprises que j'avais fait, j'en avais fait 2, 3, et en fait, j'ai l'impression que les gens, ils voyaient les gens que comme des pigeons, et que voilà, point barre, quoi. Puis, je ne m'autorisais pas non plus, tu vois, et ça c'est peut-être important de le souligner, je ne m'autorisais pas, tu vois, à vivre une expérience, comment dire, à postuler dans une vraie entreprise. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'études et que j'estimais que j'étais pas capable. Et je m'autorisais pas ça, en fait. C'est-à-dire, je me disais, je mérite pas, en fait, on me prendra jamais dans une entreprise où on doit vendre à des professionnels ou autres. Et là, à ce moment-là, quand j'ai commencé vraiment à douter ou autre, et ma femme m'a beaucoup aidé, Isa, je me suis dit, pourquoi je ne mériterais pas de postuler dans des vrais postes? Et là, je m'ai envoyé des CV partout, partout, partout. J'envoie des CV, des CV, des CV, des CV, mais bon, j'avais que mon petit bac professionnel, il fallait un BTS minimum pour la plupart des choses, ou un master London, je sais pas quoi, un truc. Et voilà. Et un jour, j'ai une agence d'intérim qui m'appelle, et qui me dit,
Bonjour Monsieur Alain, écoutez, je me permets de vous appeler parce que vous avez postulé au poste de commerciaux et je pense qu'il y a une entreprise qui pourrait être intéressante pour vous. Elle me parle du fixe. Le fixe était à l'époque de 1 500 euros net. Putain, moi, Ouais, à l'époque, c'était j'hallucinais, énorme. tu vois. J'étais là, moi qui n'avais jamais été payé, tu vois, en vrai, tu vois. Je dis, waouh, putain, c'est génial. Et elle me dit, voilà, donc je ne peux pas vous dire l'entreprise, tout ça, mais par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai pas vu sur votre CV qu'il y avait la ligne de BTS, donc il faudrait me la rajouter, parce que vous l'avez oublié. Alors, je sais pas ce qui s'était passé avec l'informatique ou autre. Je dis, ben écoutez, c'est normal que vous n'ayez pas vu la ligne, elle n'existe pas, je n'ai pas de BTS, en fait, moi. Elle me dit, ah, c'est problématique ça parce que le poste vraiment requiert vraiment au minimum un BTS. J'ai dit, écoutez madame, j'ai dit de la même manière voilà, que vous m'avez appelé, que vous pensez que je suis capable que votre CV vous a intéressé finalement, cette ligne de GPS, de BTS, pardon, pas de GPS. Est-ce que vous ne pensez pas que je peux, moi, d'un côté, intéresser aussi la personne? Si je vous intéressais à vous, peut-être que oui, écoutez, allez, on va faire ça, donc je vous rappelle dans 3 semaines, je vous donne le lieu, le rendez-vous, tout ce qui va bien. Je dis ok, super, trop content d'avoir ce rendez-vous là, je me dis putain, ça va être génial. Et moi dans ma tête naïvement je pensais que j'allais être le seul, tu vois, à être pris dans ce truc là, parce que c'était comme ça que je l'avais ressenti. Vous êtes retrouvé à combien? Alors attends, c'est pas ça le truc, c'est que 3 semaines après, pas de coup de fil. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je rappelle la dame de cet agent d'intérim, et la dame me dit, ben, elle me dit, écoutez, monsieur Alain, elle me dit, je suis très embêté. Elle me dit, en fait, le recrutement, on n'est plus en charge du recrutement. Parce que tu sais, c'est l'agence d'intérim, tu as les contrats avec les entreprises. Elle me dit, on n'est plus en charge, on n'a pas eu le contrat finalement. Je dis, ok, d'accord. Je dis, mais est-ce que, je dirais, l'entreprise, elle recrute toujours ou... Et elle me dit, ben, l'entreprise, oui, certainement, elle recrute toujours, mais nous, en tout cas, on n'est plus dessus. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de l'entreprise, s'il vous plaît? Et elle me dit, mais non, je peux pas. Je peux pas, on a des règles, je peux pas. Et donc là, je dis, attendez madame, je dis, vous m'appelez il y a 3 semaines. Je comprends que vous ayez de la politique et des choses à régler. Je dis, mais moi, je compte là-dessus, quoi. Donc, Puis t'avais pas averti en plus. ouais, voilà, je dis, pour des raisons de politique, je dis, je trouve un peu dommage que vous me priviez finalement d'une opportunité. Bien sûr. Et elle me dit, ben, elle me dit, écoutez, allez, je vous le donne. Donc elle me donne le nom de l'entreprise. Et là, c'était les débuts d'Internet. C'est-à-dire que c'était pas aussi développé que maintenant. Toutes les entreprises n'avaient pas d'Internet. Donc je cherche, je tombe sur un vieux site de l'entreprise. Donc je regarde, je trouve le numéro, j'appelle, je tombe sur la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire. Et puis je tombe sur la nana qui s'occupe du recrutement. Et la nana me dit, oui, bonjour. Alors j'explique mon histoire, que c'était Adéco. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais si, tu peux tout Adéco dire. m'avait appelé. Ici, tu peux tout dire. Voilà, c'est bon. Y a pas de ça souci. va, c'est bon. Et donc Adéco m'avait appelé, que machin, que truc, tout ça. Et puis elle me dit, bah, écoutez, elle me dit, franchement, votre profil, il est super intéressant, sauf que c'est le grand patron qui s'occupe des recrutements. Il fait des plénières, il fait 2 plénières. Il en a fait une hier avec 50 personnes. Et là, il en refait une plénière il refait une plénière, mais elle est en fait dans 45 minutes. Et à l'époque, il faut savoir que j'habite à 45 minutes du lieu. D'accord. Donc j'étais pas rasé, j'étais mal fagoté quoi. Donc du coup je prends vite une veste, je me mets une veste vite fait, mais je suis pas rasé, je suis à l'arrache. Je prends ma voiture toute pourrie qui fait plus vite que descente. Je me regarde en double fil, tu vois, aux allées Jean Jaurès à Toulouse, tu vois, où c'est au Sofitel. Bien sûr. Et donc du coup impossible de se garer. Ouais, voilà, c'est impossible de se garer. Je me gare en double fil et je me dis là, tu vas te faire enlever la voiture, mais bon, c'était pas grave, c'était peut-être un service qu'ils allaient me rendre. Je monte en fait en contraste, je suis en sueur. Et j'arrive 5 minutes avant le rendez-vous. Je rentre dans la salle et là, au moment où je rentre dans la salle, je vois 50 personnes arriver tirées à 4 épingles. Nouveau challenge. Tu vois, tirées à 4 épingles, les mecs. Je vois les mecs hyper bien peignés, tu vois les gars, tu sens avec la petite serviette qui va bien en cuir. Je me dis, mais putain, moi j'arrive avec mon costard de chez Brice, à moitié coupé, tu vois, le truc vraiment de dingue. Je dis, je vais me faire exploser. Je me dis, dans ma tête, je me dis, voilà. Et je me dis, bon, je vais me barrer, quoi, tu vois. Et puis après, je me dis, bon, finalement, t'as rien à perdre, vas-y, reste. Je m'approche d'un des gars, tu vois, je dis, salut, je m'appelle Yannick, tout ça. Je dis, alors, t'as fait quoi? J'essaie de me rassurer, quoi. Et le mec, il me dit, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un Master de High School of London, of Miami. Je me dis, au nom de Dieu, le mec, ouais, je parle 17 langues, là, je reviens d'un voyage en Irlande, tu vois, les mecs, moi, j'avais jamais foutu le pied au-delà de l'Espagne, tu vois. J'étais allé nulle part. J'ai dit, bon, ok, je vais en voir un autre, tu vois, qui est peut-être un petit peu moins bien peigné, tu vois, machin, tu dis, bon. Et toi, c'est quoi ton histoire? Moi, j'ai fait High School of New York. J'ai fait machin, je me dis, oh là 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 là. Tu te sentais comment? Je me sentais comme une merde. Franchement, disons le vrai. Oui, je comprends. Et je me dis, je me sentais vraiment, j'avais l'impression de pas du tout d'être en décalage à mort. Quoi. Et là, le patron, en fait, donc, décide de faire son pitch. Et dit voilà, il explique l'entreprise, il explique sa vision, il explique tout ça. Il explique son histoire. Et en fait, dans son histoire, je me rends compte qu'on a beaucoup de points communs.
dans son histoire parce qu'il a monté son entreprise avec sa mère et que moi j'avais monté ma première entreprise avec mon père avant, un petit peu avant. Bon, on n'a pas non plus 10 000, donc je vous la raconterai peut-être une autre fois celle-là. Et donc du coup je me rends compte de ça, je me rends compte que ça a été difficile aussi pour lui avec sa mère, comme moi ça a pu l'être aussi avec mon père à un moment donné. Et du coup je me dis mais waouh, je me dis ce mec-là il est vraiment inspirant. En fait il est vraiment inspirant et en fait on a beaucoup de points communs. Donc voilà, à la fin il propose, il dit voilà qui veut faire 5 minutes d'entretien avec moi. Et là, moi, j'y vais à fond, tu vois, je fonce, je fais l'entretien premier, et on se voit. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que sa secrétaire, elle l'avait appelé pour lui dire, putain, il y a un mec, c'est un putain de lâche-rien. Elle lui a dit, il faut absolument que tu le reçoives, il faut absolument que tu le rencontres à ce garçon-là. Et moi, je ne savais pas, tu vois, tout ça. Elle avait fait ton édification. Elle avait fait mon édification parce que j'avais été cool avec elle. Vous savez, c'est important quand on va dans une entreprise ou nulle part, ou quelque part, par exemple, vous avez rendez-vous avec un couple. L'erreur numéro 1 à ne pas faire, je crois, c'est à se focaliser que sur celui qu'on pense être le décideur. C'est-à-dire, on pense que c'est par exemple le mari ou que c'est la femme le décideur et on élude complètement le conjoint. Et là, ça c'est la pire erreur, je crois, que vous pouvez faire. Et donc là, pareil, moi, comme je suis de nature assez sympathique, je prends jamais personne de haut parce que je fais pas ça, un peu comme toi. On a la même manière de voir le business tous les deux. Et enfin, en tout cas, je pense. Et du coup, je me dis, bon, je prends jamais personne de haut. Et là, du coup, je l'avais pas prise de haut. Et du coup, je l'y avais plus, je l'avais séduite, elle. Et du coup, elle a fait mon édification auprès de lui. Donc lui, en fait, il m'avait déjà embauché avant même de faire le truc. Donc il me challenge un petit peu. Et puis à la fin, on se serre la main. Et c'est lui qui a été mon premier mentor en vente. Et c'est lui que j'ai compris. C'est chez lui que j'ai compris qu'on pouvait réellement rendre service à quelqu'un, faire de la vente, rendre vraiment service à quelqu'un et avoir de l'argent pour ça. Et que la personne soit contente de vous donner cet argent-là. Et à partir de là, ça a pété une croyance chez moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à progresser. Je suis devenu directeur commercial à 26 ans. J'avais 22 ans à cette époque-là. D'accord, en 4 ans, en 4 ans, je suis devenu directeur commercial. Ouais. Sachant que c'est des postes qui sont donnés pour des personnes qui sont généralement 40, 50 ans. 40, 50 ans, tu vois, voilà. Et que j'avais quand même, j'avais pas une petite direction commerciale, parce que j'avais quand même 40 commerciaux sous moi. D'accord. Et qu'à la fin de mon mandat de directeur commercial, au bout de 4 ans, j'en avais 60. Ah oui. Tu vois, donc j'avais quand même une déconcentration des idées. J'avais 2 chefs des ventes qui travaillaient pour moi. Donc voilà, mais ça n'a pas été sans mal non plus. Quand je suis arrivé dans la boîte, il y avait même pas, c'était 3 directeurs commerciaux qui étaient passés avant moi, qui étaient tous high school of London, machin. Moi j'arrive avec mon petit bac professionnel, mon expérience qui était bonne, ça se dit, parce que j'avais fait mes preuves en tant que commercial et que j'avais été bon, donc j'avais cette expérience-là, et puis je me suis dit, feu quoi. Et j'ai eu le respect finalement de mes commerciaux uniquement par le fait que... Sur les résultats, sur le travail, sur ma capacité à être disponible pour eux, sur ma capacité à les aider, sur ma capacité à trouver des solutions. Voilà, je pense que c'était là-dessus que j'ai fait que ces gens-là m'ont respecté, à force. Voilà, et donc du coup, voilà pour mon histoire, tu vois. Donc je partais de franchement pas du tout de prédisposition au commerce, et finalement j'ai fini jusqu'à directeur général récemment, parce que c'est une mission que j'ai acceptée, et donc voilà. Et ça donc tu le dois à quoi, tu penses? Que personnellement, là où tu en es arrivé aujourd'hui, c'est... qu'est-ce qui t'a permis c'est un état d'esprit, c'est quoi? Bonne question. Tu sais, il y a des rencontres. Donc je pense que tu vois, ça va s'entourer, c'est bien. Tu vois, les rencontres telles que voilà, mais ça c'est un élément extérieur, tu vois. Quoique, même pas parce que je les ai toutes provoquées, ces rencontres. Tu sais, le premier mentor que j'ai eu en vente, si j'avais j'ai attendu que la femme elle me rappelle, elle m'aurait jamais rappelé, et puis ce serait jamais rien passé en vrai. T'as provoqué la chance. Ouais, c'est-à-dire que moi je pense que je suis un défenseur de porte. En vrai, et je pense que toute ma... Vous avez compris, hein? Vous devez défoncer des portes. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que après encore une fois, il y a des gens à qui je dis ça, en fait, qui se disent tiens, je vais rien lâcher, je vais faire ça, machin. Mais en fait, je suis un défenseur de porte, mais toujours avec respect. C'est-à-dire que j'ai jamais insisté lourdement sur quelque chose et été chiant. Tu vois, excuse-moi, pardon, on est entre potes. Bien sûr, j'ai jamais été, je préfère. Lourd avec quelqu'un et agressif, tu vois. Je suis pas un vendeur agressif, j'ai jamais été, je le serai jamais, tu vois. Mais par contre, je sais insister de la bonne manière. Et je sais. Tu sais créer le lien aussi. Ouais, je sais. Ça, c'est quand même une de tes particularités que je pense que les gens qui te suivent aujourd'hui ou les gens qui vont te suivre à partir peut-être à partir de cette interview, ils vont remarquer ça de suite. Et je suis vraiment sincère avec toi. Je pense que c'est quelque chose que tu as en toi.
de savoir créer le lien naturellement. Et les gens le ressentent, ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je pense que ça c'est aussi effectivement, une très bonne il y a chose. ça, il y a se créer le lien, il y a créer le lien évidemment, ça, c'est ce que j'enseigne, c'est la base de mon enseignement. La vente pour moi c'est créer du lien, c'est créer une relation. Je pense que créer du lien en fait en vrai c'est facile, créer une vraie relation c'est un art. Exactement. Tu vois, créer du lien, ça je sais l'enseigner, c'est super facile. Créer une relation, je l'enseigne aussi, mais ça demande beaucoup plus d'intelligence relationnelle. Voilà. Ouais, J'ai envie de dire ça comme ça, mais voilà, c'est des choses qui s'acquièrent en fait, ça s'apprend en fait tout ça. Tout ça s'apprend, ça se pratique surtout. Alors, justement, ça c'est très intéressant ce que tu dis, mais je voudrais revenir sur quelque chose. Quand j'ai démarré cette interview, j'ai dit de toi que tu étais un aimant à opportunité. Et tous les gens qui te côtoient me disent la même chose. Et je pense sincèrement ça de toi. Ouais. Mais comment on fait pour devenir un aimant à opportunité? En fait, évidemment, il y a de l'enseignement derrière, donc du coup, ça va être difficile pour moi de vous le donner dans une courte interview, mais je vais quand même vous donner les meilleures astuces, je pense, pour devenir un aimant à opportunité. Et puis, vous aurez tout le loisir de me contacter en direct si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires ou de me suivre sur le blog. Mais je pense que la première des choses, en fait, c'est de croire en lui-même. Alors, par contre, je te coupe. Oui. Le blog. Tu peux le citer? Oui, Commercial Équitable. Commercial Équitable, voilà. Vous trouverez le lien juste en dessous de mon doigt, d'accord? Commercial Équitable, vous pouvez rentrer en contact avec Yannick. Oui, bien sûr. Je pense que tu te feras un agréable plaisir de répondre. Même vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous avez un petit test pour savoir si vous avez des prédispositions au commerce. Ah, ça c'est génial. Il y a des petites choses sympas en fait, sur le blog, donc vous pourrez trouver ça. En fait le test. Oui, voilà, vous pourrez faire le petit test, vous allez recevoir une petite analyse derrière, et après une séquence de conseils que moi je renvoie, voilà, que j'ai concocté pour vous. Il y a peut-être quelques mails pour que vous aider, on va dire, à devenir meilleur. Une petite formation, on va dire, dans le temps qui est plutôt sympa et qui est gratuite. Voilà, donc c'est gratuit, profitez-en. Voilà, c'est l'avantage. Après, évidemment, je vends des programmes aussi. Hein, je ne veux pas que ça. Bien sûr. De manière philanthrope, j'ai envie aussi. Donc, c'est important de vendre ça, mais c'est important aussi d'élever ses standards de gratuit, je trouve. Tu es quand même un philanthrope, quand même. À la base, t'aimes aider les gens naturellement, sans attendre un retour. Après, ouais, je vois notre rencontre, elle a été incroyable. Et je peux en témoigner en tant que personne. C'est que tu es vraiment un super gars. Quoi. Mais ça me réussit, en fait. Ouais, mais c'est naturel. Tu vois, t'as plein de gens qui me disent, ouais, tu vois, trop bon, trop con. Tu vois, par exemple, tu vois, l'expérience. Ouais, mais ça, c'est des préjugés à la con, encore une fois. Oui, voilà, ils ont dit trop bon, trop con. Mais non, moi, je crois pas, en fait. Si tu donnes en attendant un retour direct de la personne, t'es mort en fait, parce que t'es pas dans la bonne intention quand tu donnes en fait, en vrai. Et la personne le ressent et c'est sûr que c'est mort en fait. Faut savoir être patient en fait. L'humain c'est comme ça. Donc moi je crois que les services qu'on rend c'est une énergie qui transite dans l'air. Alors je vais caser dans la télé. Ils vont mettre dans la case ésotérique complètement dingue, le mec complètement fou. Mais non, en fait en vrai, je pense que plus tu rends service aux gens et plus tu le reçois par ailleurs. Et moi j'ai tellement reçu plus que ce que j'ai donné. En vrai, j'ai beaucoup donné. Tu peux en attester. Là, on est dans la loi d'attraction. Ouais, c'est un petit peu ça, mais c'est vrai que moi, la loi d'attraction, j'ai une histoire là-dessus avec ma femme qui est incroyable là-dessus, mais c'est vrai, la loi d'attraction, moi, ça a fonctionné pour moi, et malgré moi, en fait, en vrai. Je me rappelle, j'avais vu le film Le Secret, et ma femme est en fauteuil roulant, suite à un accident qu'elle a eu en 2005. Et voilà, je me rappelle, c'était un peu après l'accident, on était un peu bouleversés, tout ça. Elle sort de l'hôpital et elle a une complication qui fait qu'elle est obligée on est obligé d'aller aux urgences. Et donc aux urgences, on est en train de lui dire qu'on va la réopérer, qu'on va machin, qu'on truc. Alors, en plus, elle n'aime pas du tout l'hôpital, elle déteste ça. D'ailleurs, si vous voulez son histoire, je vais faire sa promo parce que voilà, elle a écrit un livre qui s'appelle Ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Et vous pouvez trouver ce livre-là sur Amazon ou sur son site. Et sur le lien, là, juste en dessous, je vous mets le lien. Vous pouvez aller acheter le bouquin d'Isa. Vous allez voir, il est incroyable. Et après ce bouquin, je vous promets une chose, vous allez vraiment sortir votre zone de confort et il y aura plus d'excuses. Voilà, donc le petit lien, cliquez dessus, allez voir. Franchement, s'il y a un bouquin acheté en 2016, c'est ce bouquin. Merci beaucoup. Je le pense. Tu l'as lu. Je l'ai lu et je me suis régalé et je l'ai transmis à plein de gens qui ont eu le même avis que moi. Donc c'est vraiment un bouquin que je recommande. Parce que son objectif, c'est vraiment pas, parce qu'on gagne plus d'argent avec un livre aujourd'hui, mais c'est vraiment pas de faire de l'argent, surtout de porter ce message le plus loin possible sur justement la condition des personnes handicapées, sur savoir comment transformer justement cette énergie du handicap, sans dire que c'est youpi les petits oiseaux, c'est génial d'être handicapé, mais en disant que voilà, on peut transformer ça en positif et c'est ce qu'elle fait très bien. Et donc du coup, pour revenir à cette petite histoire où on se retrouve à l'hôpital, elle était complètement déprimée, tout ça, et puis moi,
je savais pas quoi faire pour lui remonter le moral. Tu sais, moi je suis très. Ouais. J'avais trouvé des solutions, tu vois, donc j'étais là, comment est-ce que je peux trouver une solution pour lui remonter le moral? Je savais pas comment faire. Et j'avais pris à l'époque, j'avais un IPC. IPC, ouais, ouais. C'était des petits PC. Ça J'ouvre date, ouais. le PC et j'ouvre un fichier Excel. Et je lui dis, écoute, je dis, ça te dit, si tu veux, on s'évade un petit peu et on imagine notre vie de rêve. D'accord? On imagine. Et à l'époque, il faut savoir, j'avais pas d'argent, j'avais rien, ok? J'avais rien. On vivait dans un petit appartement de 38 mètres carrés à Toulouse avec le fauteuil. Je vous imagine pas comme c'est compliqué. Comme ça peut être compliqué de vivre dans un endroit comme ça. Et en fait, on fait ça et T'as fait un cadre de vision, en fait. C'était même pas un cadre de vision, tu vois, parce que c'était vraiment juste du texte écrit. Ah, du texte, d'accord. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Elle me dit, j'aimerais aller au Canada, j'aimerais aller à New York, j'aimerais aller machin. Et puis moi, je dis, ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais avoir une maison, une grande maison, avec un rond-point devant. Tu vois, on décrit vraiment le truc, tu sais, la maison de rêve, mais en se disant, mais vraiment en se disant, c'est juste impossible qu'on ait tout ça, quoi. Ou alors, on l'aura pas avant 10 ans, quoi, ce truc-là. Et voilà, et donc, bon, on passe cet épisode de l'hôpital, elle sort de l'hôpital, elle s'en sort, tout est nickel, tout est parfait. Et la vie continue. Et j'oublie complètement ce fichier-là qu'on avait fait. Et il y a peut-être un an ou deux, je retombe sur ce fichier-là. Et je me rappelle, ça me replonge dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. On était peut-être en 2007, peut-être, juste comme ça. Et je retombe dessus et je regarde le fichier. On avait fait peut-être 80% de la liste. C'est incroyable. Qu'il y avait dessus. Et je l'avais oublié. Et je peux témoigner. T'as fait New York, oui, t'as fait le Canada, et t'as un rond-point pas loin de là. Il est en face. La maison, on a fait une belle maison. Voilà. Et la maison, c'est vraiment une superbe maison, franchement. La maison, on est bien, quoi. Avec de l'amour partout, vous voyez. C'est important. Là, derrière vous, donc la loi d'attraction, pour moi, ça fonctionne. Après, pour revenir à ta première question sur comment devenir un aimant opportunité, je crois qu'il faut effectivement croire en les gens. Je pense qu'il faut savoir voir l'or chez les gens. Tu sais, savoir détecter leurs qualités et savoir parfois même. Il y a tellement de gens qui détectent les défauts avant de. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, je pas crois les qualités. Il faut devenir en fait un aimant à qualité, Ouais. un détecteur de qualité. Et ça, je crois que ça aide beaucoup en fait finalement parce que ça vous aide à être vraiment beaucoup plus intéressant. Ça vous force en fait à vous intéresser réellement aux gens. Ouais. Ça vous aide à vous focaliser sur le positif chez les gens, même si c'est ce qui est intéressant à faire, et moi c'est un exercice que je donne, et je vais vous le donner à faire, c'est essayer, vous prenez quelqu'un que vous n'aimez pas, prenez une personne que vous n'aimez pas, ils vont trouver. Et voilà, je suis sûr que vous allez c'est sûr. Et vous essayez de lui trouver des qualités. Vous lui trouvez au moins 3-4 qualités. Si vous deviez me présenter cette personne positivement, comment vous feriez? Et commencez pas. Et vous allez voir, c'est pas simple. Le truc est pas simple. Mais ça peut être sympa, tu vois. Ça peut être sympa comme un premier pas. Et du coup, quand vous allez vous retrouver dans des soirées ou autres, comme vous serez intéressé aux gens ou autres, ben vous allez pouvoir partager en fait des connaissances. Vous savez, souvent des gens qui débutent dans un métier, ça peut être pareil dans le MLM par exemple. Souvent les gens me disent, ouais, mais quand je démarre de zéro. Donc en fait, comme je démarre de zéro, comment je fais? Finalement, je pars de zéro, finalement. Donc, qu'est-ce que j'ai à offrir? J'ai rien à offrir, moi. J'ai pas ma carrière de fête comme toi. Les gens me disent ça, tu vois. Toi, tu as une carrière de fête, t'as de quoi, t'as de l'autorité, si tu préfères. Mais en fait, vous avez plein de choses à offrir. Vous pouvez offrir du temps. Vous pouvez rendre service à des gens. Vous voyez, du temps, ça vaut de l'or, ça. Vous pouvez offrir des connaissances. Peut-être que vous avez des choses dans votre tête, c'est important. Vous pouvez offrir des relations aussi. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as besoin de quelqu'un qui fait par exemple des montages vidéo ou autre, qui fait ce genre de choses, je peux moi te mettre en relation avec cette personne-là. J'ai rien à y gagner dans l'histoire. Mais le fait que je vous ai mis en relation et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, ça fait que obligatoirement, toi tu vas te dire, t'as Yannick qui m'a mis en relation, merci. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Donc du coup, voilà. Et ensuite, il y a la loi de la réciprocité qui entre en jeu. Donc ça, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Et justement, peut-être on viendra justement après sur ma définition de la différence qu'il y a entre les deux. Et donc du coup, ce livre-là te dit, Robert Cialdini, qui est le psychosociologue qui a écrit ce livre, dit que quand tu rends service à quelqu'un, cette personne a irrémédiablement... C'est une obligation de... Enfin, elle se sent un peu obligée de te le rendre le service. Et toutes les sectes, comme Krishna ou autres, le savent très bien, parce qu'elles se servent de ça. Elles t'offrent une fleur, et au début du marché, à la fin du marché, elle te demande de remplir la scientologie le fait. La scientologie le fait. Toutes voilà, c'est vraiment une arme ultime, la réciprocité. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que ça vous est déjà arrivé, peut-être, et certainement que vous allez dire oui derrière votre écran, de rendre service à quelqu'un et de voir que ça ne suit pas derrière. C'est parce qu'en fait, il y a un théorème que j'appelle donc la loi du service rendu, qui dit qu'au moment où vous rendez service à la personne, au moment où vous lui rendez service, pour vous, le service, il est tout petit, pour elle, il est énorme, le service.
plus le temps passe et plus les rapports s'inversent. Plus le temps passe et plus vous, le petit service qu'elle vous a rendu, pour vous il grandit et pour vous, vous avez l'impression qu'il était énorme parce qu'on n'oublie jamais un service qu'on a rendu à quelqu'un. C'est une erreur de penser qu'on l'a pas, qu'on l'oublie parce que c'est pas vrai. Et ensuite, pour la personne, au début, il était gros, mais en fait, plus le temps passe et plus il est petit. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand vous allez lui demander un service qui il vous semble être équivalent au service que vous lui avez rendu, la personne n'est pas forcément enclin à vous le rendre. Et donc, plus la personne, donc, finalement, elle a. Quand vous rendez le service, en fait, pour la personne à qui vous le rendez, en fait, le service est énorme. Pour vous, il est petit. Plus le temps passe, plus le temps arrive après le service, et plus les rapports s'inversent, et plus finalement, pour la personne, le service, il est petit, il s'est rapetissé quelque part, la valeur du service, et puis pour vous, elle a grandi. Donc du coup, au moment, en fait, finalement, où vous demandez, vous, un service, vous demandez à la personne, la personne, elle se dit, non, ça va, le service, ça va, je ne vais pas te donner un bras parce que tu m'as rendu service. Voilà, et donc du coup, les rapports s'inversent. Alors après, j'ai une manière d'endiguer cet effet-là, mais je ne vous le dirai pas parce qu'il faut payer pour ça. Non, je plaisante évidemment, je vais le partager avec vous. En fait, ce qu'il faut dire au moment où vous rendez le service à cette personne-là, quand elle vous remercie, il faut juste lui dire, ça me fait très plaisir et je sais que tu ferais la même chose pour moi. Le fait de la projeter, en fait, finalement, dans cette idée, finalement, qu'elle sera, à un moment donné, peut-être enclin, en fait, à vous rendre service, ça gèle le truc. Et ça fait que finalement, 3 ans, 4 ans après, si vous lui redemandez un service, normalement, elle devrait être enclin à vous le rendre. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu des soucis avec ce conseil-là, parce que du coup, maintenant, même mes propres amis se méfient de moi. D'accord. Coup, voilà. Alors, je précise juste que c'est quand on rend un service à quelqu'un qui n'est pas forcément un ami, quelqu'un qu'on ne connaît pas, une relation d'affaires, par exemple. Mais moi, au bout d'un moment, en fait, quand un ami est un ami, il n'y a plus cette notion-là. Hein. Vous ne m'entendrez jamais dire à un ami, je sais que tu ferais la même chose pour moi. Voilà, donc du coup, voilà, je tiens juste à remettre l'église au milieu du village. Dans une relation d'affaires, il y a une relation d'affaires. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as appris ce système? Oui. Et qui aujourd'hui, un jour avec toi, essaie de Oui, en conférence notamment, il y a des gens des fois qui me le font. Vous savez, je dis souvent qu'en conférence, si vous voulez être captivant et devenir un aimant opportunité, il faut être social-proof. C'est-à-dire quand vous voulez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, notamment quelqu'un d'assez célèbre ou autre, il ne faut pas hésiter finalement à aller vers elle en faisant comme si vous la connaissiez déjà. Dire hey, comment ça va, voilà. Et la personne, tu sais, des fois elle se dit mais mince, je la remets pas s'il faut, c'est quelqu'un que je connais, je la remets pas. Tu sais, tu connais plein de personnes, moi c'est pareil. Au bout d'un moment, quand tu commences à drainer beaucoup de gens, tu fais des conférences, que tu vois plein de gens, tu retiens pas les visages de tout le monde. Et donc du coup, tu te sers de ça pour arriver à prendre contact avec la personne. Après j'ai d'autres techniques évidemment, mais du coup ça pour dire qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui le font avec moi. Ils font hey, comment ça va? Non, j'ai vu ta conférence et on se connaît pas en fait, mais voilà. Et là je dis ah salaud. Mais bon c'est marrant quoi. Oui, donc... Ça prouve que t'es suivi. Oui, c'est ça. C'est ça ouais. Donc, moi, ce que je voudrais parler de. Enfin, je voudrais que tu me donnes ton avis, parce que bon, tu sais que Network Master Pro est spécialisé dans le marketing de réseau et dans le développement personnel aussi, mais vraiment a pris une direction qui est le marketing de réseau. Et tu as interviewé beaucoup de networkers professionnels, tu as rencontré beaucoup de gens, de spécialistes dans le marketing de réseau, tu as côtoyé énormément, tu as plein d'amis d'ailleurs qui sont dans le marketing de réseau. Dominique qu'on connaît ensemble, exactement. Manu, toi, il y a du monde. Il y a plein de gens donc, que tu côtoies au quotidien, qui font du marketing de réseau, et tu as côtoyé plein de networkers qui débutent aussi. D'ailleurs, il y a plein de gens qui t'ont contacté suite à plein d'interviews que tu as données. Et moi, je voudrais que tu me donnes déjà ton avis sur le marketing de réseau, et ensuite que tu, en tant que spécialiste de la vente, en tant que aimant opportunité, tu vois ce que je veux dire, j'aimerais vraiment que tu donnes le conseil que tu penses aujourd'hui que certaines personnes pourraient avoir besoin à se lancer dans le marketing de réseau. Oui, alors, est-ce que je peux te faire un chaud-froid ? Oui, tu me fais. Je te fais un chaud-froid. Fais-moi un chaud-froid. Parce que c'est important en fait. Pour moi, le marketing de réseau, quand j'ai créé mon blog Commercial Équitable, je me suis dit, il faut que tu trouves des opportunités pour que les gens puissent exprimer leurs talents de commerciaux. Ok. Donc du coup, je me suis dit, le marketing de réseau, waouh, génial. Superbe industrie, magnifique, avec voilà, des tas de, on va dire, de possibilités, voilà, mais par contre, énormément de mauvaises pratiques. On parlait des commerciaux, mais énormément de gens qui vendent du rêve, en fait, qui te disent, et qui te vendent surtout l'idée. En plus, tu avais eu une mauvaise expérience, je crois, avec une rencontre. Avec ACN, en plus. Et en fait, moi, ce qui me gonflait, c'est que les gens vendaient du rêve et on te dit, non, ne t'inquiète pas, tu fais pas de la vente. Mais d'où tu fais pas de la vente? Tu vends un produit. Donc si tu vends un produit, tu fais de la vente, mon frère.
Arrête de dire que tu fais pas de la vente et arrête de parrainer des gens et d'embrouiller les gens à leur dire qu'ils font pas de la vente parce qu'en fait finalement tu les déçois. Ces gens-là après sont déçus, ont adhéré à un truc, ont mis peut-être 500 000 euros, c'est pas grand-chose, ok. Mais tu mets 500 000 euros dans un truc et finalement ça donne rien et on t'a fait miroiter un tel, finalement tu déçois les gens et du coup les gens après sur internet ils te défoncent. Et comme t'en parraines beaucoup, t'en as beaucoup qui te défoncent après. Et donc du coup ça je trouve que c'est des pratiques qu'il faut à un moment donné arrêter. Et donc du coup moi c'était ma peur. En fait quand je suis arrivé à marketing de réseau, je me suis dit waouh, enfin je suis arrivé dedans, j'ai pas adhéré mais en tout cas quand je me suis intéressé au système, je me suis dit qu'est-ce qui va différencier le fait, l'opportunité, est-ce que c'est l'opportunité qui différencie le truc? Est-ce que c'est la personne qui la présente? Est-ce que c'est voilà tout ça? En fait, je me suis rendu compte, j'en suis venu à la conclusion que effectivement, il y a des opportunités. Et je préfère vous conseiller d'aller sur des opportunités qui ont pignon sur rue, qui ont quand même une histoire qui va bien derrière, et puis de bien vous renseigner sur cette opportunité-là, parce qu'il y a aussi des escroqueries à très haut niveau dans ce Bien sûr, il y a des systèmes de Ponzi. Ouais, voilà, on a plein de systèmes. Il y a plein de systèmes à boule de neige. Et les gens, malheureusement, ils sont novices, ils tombent dans le panneau, dans le piège. Ils vont associer, en fait, finalement, marketing de réseau avec système pyramidal, alors que effectivement il y a des marketing de réseau qui ont fait ça et qui font ça de manière illégale et il y en a qui le font, qui s'effondrent après tout ça. Mais c'est de la même manière qu'on dit les musulmans sont des terroristes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça n'a strictement rien à voir. Exactement. Ça n'a aucun. Et donc du coup il faut juste voilà, se méfier de ce genre de choses. Donc le conseil que je peux donner à une personne qui rentre dans le LM, c'est ne rejette pas la vente mon ami parce que c'est ce que tu vas faire en vrai. Donc apprends à vendre. Si tu sais pas vendre, apprends à vendre. Voilà. Donc c'est vraiment et c'est pas compliqué en vrai. Voilà. C'est juste. Oui, parce que les gens, c'est des préjugés à la con. C'est que les gens pensent que ça doit être inné en eux. Oui. Alors que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La vente, c'est pas inné. Hein. Je veux dire, moi, c'était pas inné chez moi en vrai. J'ai cru que ça l'était, mais en fait, en vrai, ce que j'avais d'inné, c'était pas bon. Donc, tu vois, donc, je veux dire, à un moment donné, donc non, tu vois, non, il faut vraiment, je pense, savoir se tempérer, savoir, voilà, savoir en fait se dire, bon, ben voilà, les gars, effectivement, la vente, c'est peut-être pas mon format, mais en vrai, on vend pour tout. Quand un bébé pleure dans son berceau et qu'il a besoin il vous vend l'idée qu'il a envie d'un biberon. Exactement. Quand tu veux séduire une nana, tu te vends. Mais bien sûr, quand une nana veut séduire un homme aujourd'hui, oui, bien sûr, bien sûr. on est là-dedans aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est pareil. C'est-à-dire à un moment donné, la vente elle est partout. Quand tu as envie d'aller voir un film au cinéma, tu vends. Mais encore une fois, je vais te donner ma définition, parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, entre l'influence et la manipulation. Ouais. L'influence pour moi c'est ok, la manipulation c'est pas ok. Pour moi la différence elle est super simple. Tu influences quand tu sais que c'est bon pour la personne, c'est bon pour toi. Là tu fais de la vente. C'est bon pour toi, c'est bon pour elle, c'est bon pour toi. La manipulation ça n'est bon que pour toi. Et pour lui non. Et pour lui pas nécessairement. Ouais. Tu t'en fous en fait. Finalement. Et donc je pense que ce problème d'intention, il est important. Moi je crois qu'aujourd'hui, convaincre, en fait quand tu convaincs quelqu'un, quand quelqu'un est convaincu, en fait c'est un con qui est vaincu en vrai. C'est vrai, tu vois, parce que le mec, tu sais, le convaincre à tout prix, le machin, le truc, le mot existe. Je sais pas, voilà, je fais ce mauvais jeu de mots, voilà pour vous. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, je préfère inspirer les gens. Et montrer par l'exemple, par mon attitude, par ma manière d'être, par ma manière de réussir et de mener ma vie, amener les gens à venir vers moi et à me dire, tiens, j'aimerais avoir des solutions et j'aimerais avoir tes conseils parce que je sens que tu peux avoir les conseils qui peuvent m'aider. Je sais que je les ai. Et donc du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'avoir une démarche de vente directe et d'être dans une démarche en fait où on veut faire du chiffre à tout prix. Parce que si tu veux faire du chiffre, en fait, tu veux finalement n'enrichir que ton portefeuille. En fait, en vrai. Donc du coup, tu es dans la mauvaise intention. Et du coup, les gens le ressentent et tu vas pouvoir escroquer 2-3 personnes comme ça, mais pour moi, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'en fait, tu te fous complètement. Il n'y a pas d'écologie dans ta démarche. Tu te fous complètement de ce que la personne elle va devenir ou autre. Ouais, c'est bon. Oui, tu penses à ton propre intérêt. Et puis c'est bon, ça y est, on se fout du reste. Voilà. Moi, je crois que non. Je crois que et franchement, j'aime l'argent. J'ai aucun problème à dire ça. J'aime l'argent. Il n'y a pas de souci. Si j'ai tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'aime l'argent. Mais mon focus premier, c'est pas l'argent. Mon focus premier, c'est aider une personne à prendre une décision intelligente. Voilà, pour moi la vente c'est ça. Si je devais le résumer, c'est tu aides une autre personne à prendre une décision intelligente. Et j'ai aucun problème à insister, j'ai aucun problème à aller au bout des choses. Si je sais que je peux te donner en fait un billet de 50 euros contre un billet de 10 euros, que je te demande 10 euros et que moi en échange je vais te donner un billet de 50 euros, surtout si je t'aime, et j'aime tous mes clients, je vais te souder pour que tu prennes le billet de 50 euros.
Et tu t'en rendras peut-être pas compte sur le coup. Sur le coup, tu vas dire, oh putain, t'es relou. Voilà, alors, sachant que c'est des techniques pour pas trop l'être quand même. Aussi, vous l'aurez compris. Et voilà, moi, mon idée, c'est de dire, attends, voilà, si tu as vraiment quelque chose en or, que tu le sais, que c'est confirmé, vérifié, et que la personne ne l'a pas nécessairement compris, ton devoir, c'est de le lui faire comprendre et de lui faire adhérer à ton système. S'il est vraiment bon, si tu sais qu'il est vraiment bon. Après, voilà, il faut jamais de mensonge. Quand tu vends, jamais de mensonge. Moi, je vois trop de gens qui sont dans le marketing de réseau qui disent, oh, moi, je réussis dans le marketing de réseau, je réussis, le mec, il arrive, il est en 4L ou il est en je sais pas quoi, voilà, ou alors j'ai vu des mecs louer des bagnoles. Ben, fait ça une fois. Ils avaient loué des bagnoles, il y avait marqué Ibis, pas Ibis, un loueur de bagnole Avis, je sais pas quoi, sur les clés de la bagnole, il y avait marqué Avis. Ah ouais, c'est sûr, tu peux louer des Ferrari, ce que tu veux. Tout ça pour montrer, voilà, je trouve que c'est pas honnête, c'est pas cool. Moi, tu viens me voir en 4L et tu me dis, hey, je suis en train d'adhérer à un nouveau truc. Écoute, franchement, moi, je viens d'adhérer, donc je suis pas en train de te dire que c'est ok. Par contre, je connais quelqu'un qui a vraiment bien réussi dans ce domaine-là, je te demande juste de l'écouter, juste ça. Jouez franc jeu, les amis. Jouer franc jeu. À un moment donné, oui, parce que les gens, et c'est vrai que je te rejoins sur ça, parce que j'en parle d'ailleurs dans des formations, les gens ils recherchent juste à savoir s'il y a quelqu'un qui gagne de l'argent dans cette opportunité. Ils ne veulent pas savoir si c'est toi, ils ne veulent pas savoir si c'est le voisin, mais ils veulent juste pouvoir être en contact avec quelqu'un qui fait de l'argent avec cette opportunité. Donc en fait, il suffit juste de lui donner le numéro, de les mettre en connexion, et puis si c'est quelqu'un de sérieux, si c'est un prospect de sérieux, il va le contacter. Donc je te rejoins bien sur ça. Et puis il faut investir sur soi-même aussi quand on lance dans une opportunité. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut du travail besogneux et travailler, et plus ce sera dur et plus vous réussirez. Je suis pas en train de vous dire ça. Moi c'est ce que j'ai vécu, mais c'est pas le modèle de tout le monde. Il y a plein de gens qui ont réussi beaucoup plus facilement, mais souvent j'aime bien cette phrase de Steve Jobs qui dit souvent les réussites les plus fulgurantes prennent beaucoup de temps en vrai. Et c'est vrai que il y a des gens qui peuvent m'apercevoir aujourd'hui et se dire ouais mais aujourd'hui il a ce qu'il a parce qu'il a eu de la chance, ce que tu veux. Ben, je peux vous dire que j'ai ramé pour y arriver. Toi c'est pareil aussi. Je connais ton histoire aussi puisqu'on en avait parlé. Tu as dormi quand même dans des restaurants désaffectés. Tu as dormi par terre quoi. Bien sûr, voilà. Donc je veux dire il y a avec des rats comme animaux de compagnie. C'est sympa. Donc, tu vois, je veux dire il y a un moment donné voilà, je dis pas qu'il faut avoir un destin horrible comme. Bien sûr. Enfin, horrible, c'est pas horrible, parce que ça t'a aidé à te transformer, il faut pas. Mais il y a toujours plus dur, il y a toujours. Voilà, des choses aussi traumatisantes que ce que tu as pu vivre, parce qu'il y a plein de réussites qui n'ont pas vécu ça, mais à un moment donné, il faut investir du temps, faut travailler un petit peu, quoi. Faut bosser. Voilà. Et puis si ça vous plaît de bosser dans ce milieu-là, que ça vous intéresse, que vous sentez que vous avez du potentiel là-dedans et que vous vous y épanouissez, tu vois, dans ce qu'il faut faire, c'est cool quoi. Et une autre chose aussi, un dernier conseil que je pourrais donner aussi, c'est suivez les conseils de ceux qui ont ce que vous voulez avoir. Ne suivez pas les conseils de personnes qui n'ont pas ce que vous voulez avoir et qui vous donnent des conseils. Oui, moi j'ai un ami qui a fait une opportunité et puis qui a fait cette opportunité, ça n'a pas marché. Oui, moi j'ai un copain qui a fait ça et ça n'a pas marché. Laissez tomber. Parce qu'en vrai, ces personnes-là, elles ne font que projeter sur vous leur propre peur et surveiller la porte de votre esprit, quoi. À un moment donné, c'est super important, quoi. Parce que si vous vous entourez de personnes qui sont comme ça, négatives ou autres, oh là là, vous n'êtes pas fini, parce que c'est déjà dur de lutter contre nos propres démons intérieurs. Si déjà vous luttez contre l'extérieur, vous êtes battu d'avance. Non mais c'est clair. Vous êtes seul contre tous. C'est Tony qui dit que 80% est psychologique et 20% est mécanique. C'est pour ça que je recommande de faire tous les événements. Il y a le Network Passer Pro l'année prochaine, il y a des tas d'événements, des séminaires ou autres, parce que vous savez que vous vous retrouvez entre gens positifs. Et franchement, ça vaut de l'or. Moi aujourd'hui, mes amis, mes partenaires d'affaires sont mes amis, tu vois. Michel, toi, t'es mon ami depuis maintenant 3-4 ans, je sais plus combien de temps. Le temps passe. Le temps passe, tu vois, voilà. Donc, du coup, ouais, moi, ça me semble en tout cas important de. Et ta vision sur cette industrie qui est le marketing de réseau, tu le vois par toi-même, il y a de plus en plus de nouvelles opportunités, il y a de plus en plus de compagnies qui arrivent sur le marché. On voit un peu de tout, mais c'est un peu comme dans la vente, on voit un peu de tout, mais toi, avec le recul, puis là, comme ça fait quoi, 3-4 ans maintenant que tu es dans ce milieu, que tu côtoies des networkers, etc., c'est bien d'avoir ton avis, parce que qu'est-ce que tu penses? Ma vision à moi, j'ai entre parenthèses un devoir de neutralité là-dessus, parce que j'ai interviewé beaucoup de gens, tout ça, et c'est pas dit que j'embarque pas un jour pour un système, why not, voilà. Mais je pense que ma vision, elle est que le système en lui-même, il est extrêmement bien fait. Le système est un des meilleurs systèmes. Ma vision, c'est qu'il faut structurer tout ça pour avoir, si tu préfères,
un assainissement en fait de toutes les mauvaises pratiques qui se font aujourd'hui. Et donc je crois que le système va vers un côté, je ne sais pas si on peut le dire en fait, va être légiféré, on va dire, j'allais dire légifération. On ne sait pas si ça existe, on verra. Je pense que le système, je pense qu'à un moment donné, il va être légiféré, où il va y avoir en fait, en tout cas, une structuration de tout ça, et qui va faire qu'à un moment donné, les mauvaises pratiques pourront plus exister. Oui, c'est d'ailleurs en étude actuellement. Ça va justement pas tarder. Voilà, et je crois que c'est important justement qu'il y ait des écoles comme toi qui se montent. Tu vois, comme toi, comme d'autres, s'il y en a d'autres écoles. Bien sûr, et de très bonnes écoles. De très bonnes écoles aussi, donc c'est très très bien. Et de mémoire, j'en ai 3-4 en tête, mais je crois que c'est important justement qu'on arrête de faire déjà une espèce de guerre de clochers. Oui, tu vois, oui, moi je suis de tel réseau, alors du coup, je traîne absolument pas avec notre réseau parce que j'ai peur que l'autre réseau me siphonne mes gens. Mais c'est à toi d'être bon. Je pense que, alors, tu vois, je te rejoins énormément sur ça, puisque moi, tu sais, je fais des formations avec plusieurs marketing de réseau qui sont réunis. Et c'est vrai que ce discours de protéger, de faire la gardienne, de faire du gardiennage, comme j'appelle, de son propre réseau, ça fait quand même un peu sectaire. Donc, et c'est vrai que je te rejoins sur ça, et il faut que les gens comprennent à un moment donné que si vous ne voulez pas que les gens aient cette vision ou ce point de vue sur le marketing de réseau, vous devez vous comporter comme des gens normaux qui, telle entreprise côtoie telle entreprise. Et il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire que les gens vont changer de réseau, etc. etc. Et puis c'est toujours pareil, quelle est votre intention? Est-ce que c'est votre intérêt personnel que vous défendez, ou est-ce que c'est l'intérêt de la personne que vous conseillez ou que vous avez parrainé? À un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise sur certaines choses. Bien sûr. Ça sert à rien en fait d'essayer de garder les gens et de les couper, de les enfermer, de les couper du monde extérieur, parce que de toute façon les gens ils y auront accès à un moment donné. On n'est pas dans un monde où vous pouvez les enfermer dans votre marketing et complètement les enfermer dedans, les asphyxier et vivre dans une espèce de vase clos. En fait, elle est où l'ouverture là? Non, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut juste savoir être suffisamment bon en tant que leader, et ça après, ça vous renvoie à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes suffisamment bon, un leader suffisamment inspirant et suffisamment bon pour justement savoir faire réussir les gens qui rentrent dans votre réseau, parce que c'est votre responsabilité de faire réussir les gens dans votre réseau aussi. Mais c'est l'une des valeurs premières d'un networker. Bien sûr. Donc si chacun prend ses responsabilités, si chacun prend ses responsabilités, que le networker qui arrive dans votre réseau dit, moi je vais mettre en œuvre mes responsabilités, tout ce que je peux faire en sorte pour réussir dans ce domaine-là, et que vous de l'autre côté vous mettez toutes les responsabilités qui sont les vôtres, de vous dire ce mec-là je veux le faire réussir et il réussira, mais tout est commun en fait, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Non, mais les gens, tu le vois, et ce qui est bien, c'est ton œil encore averti de personnes neutres qui prennent du recul, qui voient ce qui se passe un peu à droite à gauche. Malheureusement, il y a trop de pratiques encore de gens qui sont parrainés et abandonnés sur le bord de la route, comme certaines personnes abandonnent des animaux au bord de la route pour partir en vacances. Je vois récemment, il y a des gens je suis dans un monde d'infoprenariat, donc il y a des gens qui ont des grosses listes. Des listes de diffusion énormes. Et ils ont envoyé à toute leur liste en fait pour un parrainage. Donc c'est cool pour eux parce qu'ils vont parrainer énormément de gens et c'est très cool. L'opportunité est bonne. En fait, la personne qui parraine, elle est bonne parce que moi je les connais, ces gens-là. Ce sont des gens géniaux en fait en vrai. Donc ils sont géniaux, mais ce ne sont pas des leaders de marketing de réseau. Ce ne sont pas des leaders. Ce sont juste des gens qui ont des listes de diffusion qui font qu'ils envoient. Et je suis OK avec ça. Ils ont fait un coup. Ouais, voilà, ils ont fait un coup. OK. Sauf que là aujourd'hui, moi j'ai énormément d'appels de gens qui me disent ouais, j'ai été parrainé, mais je ne sais même plus par qui, j'ai plus de feedback, je ne sais pas avec qui je vais. La structure d'accueil, quand on fait ce genre de choses-là, c'est super important. On ne peut pas en fait automatiser l'humain. En fait, il y a des choses automatisables. Moi, je les utilise. Quand vous allez vous inscrire à mon site, vous allez voir des emails, vous allez recevoir une séquence de mails. C'est pas moi personnellement avec petit doigt boudiné qui vous envoie le mail à chaque fois. C'est automatisé dans un système. Ok. Moi, je suis ok avec ça. Par contre, mes webinaires, c'est moi qui les fais. Il y a du suivi. Mes formations, c'est moi qui les fais. Les gens, je les lâche jamais. C'est-à-dire que les gens, des fois, moi, je fais un suivi sur 6 mois. J'ai des gens au bout d'un an, ils me demandent encore des conseils. Je réponds. Je ne vais pas les laisser tomber parce qu'ils ont quelqu'un. Et donc, c'est super important finalement quand on adhère à un système de savoir que l'entreprise est bonne, que la personne qui vous parraine est présente pour vous, est un bon formateur. Et si jamais, tournez-vous vers des écoles. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. C'est qu'à la base, ça s'appelle du marketing relationnel. Oui, c'est ça. Et relationnel, on est bien d'accord. Mais on peut pas se battre contre la relation. En fait, je veux dire, on a beau automatiser tout le système et faire le système le meilleur qu'on peut, qu'il soit, on ne peut pas automatiser certaines choses.
Donc voilà, et je pense que la relation, c'est votre grande force. C'est que la relation, on ne pourra jamais l'automatiser. Par contre, vous pourrez faire des choses plus intelligemment. Et des systèmes de mailing automatique, des systèmes de formation en ligne, tout ça, c'est OK pour moi. Bien Par sûr. contre, ça ne remplacera jamais le coaching. Les fondamentaux. Ouais, le coaching. Bien sûr, Toi, bien tu étais, toi, enfin oui, peut-être qu'on ne devrait pas dire le nom, mais je me rappelle à l'époque où tu étais au plus haut niveau, là où tous tes camarades au même niveau laissaient faire et puis parrainer, voilà, toi tu continues à parrainer. C'est la phase 1. Et tu continuais surtout à coacher les gens, à les réveiller le matin. Et c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est ça un vrai suivi, en fait. Exactement. Et c'est ce qui fait ta grande force, ce qui fait ton succès. C'est ce qui fait que, voilà, c'est à la force du poignet. Mais oui, mais en plus, on sent que tu t'éclates là-dedans. Tu sais comment c'est passionnant. Je veux dire, quand on fait du travail, quand on est dans la passion, on n'a pas l'impression qu'on travaille. Non. Et tu le sais, pour toi, c'est la même chose. C'est pareil. Tu t'éclates dans ce que tu fais, ça se ressent, tu transmets des émotions, des énergies, et puis c'est passionnant. Et puis quand tu transmets des énergies de ce style, ben les gens, ils ont du plaisir à travailler avec toi. Bien sûr, évidemment. Et je pense que je crois beaucoup aux neurones miroirs. Tu sais, j'ai fait un master en neurosciences. Et en fait, on te dit que ta corporalité, ta physicalité, tout ce que tu dégages, en fait, on a des aires dans notre cerveau qui sont là, qui s'appellent les neurones miroirs, et qui sont là spécifiquement pour lire ton corporel. Et lire ton corporel, donc Ta physiologie. Ta physiologie finalement. Reflète ton état interne, et même si tu es content, machin, mais qu'au fond de toi, tu n'es pas bien, ton corporel, en fait, par tes micro-gestes, vont te trahir quelque part. Bien sûr. Et donc, du coup, là, moi, du coup, je vais avoir en fait une alerte dans mon cerveau. Je ne vais pas savoir la verbaliser, je ne vais pas savoir, je vais dire, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui coince, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, et je vais le ressentir. Et d'ailleurs, il y a une injustice, c'est que les femmes ont 2 fois plus de neurones miroirs que nous. C'est horrible. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas la question. Et tout ça pour te dire que si tu n'es pas dans une bonne intention de départ avec la personne que tu veux parrainer ou autre, la personne, elle va le ressentir. Ouais, je comprends. Elle va peut-être parrainer parce que physiquement, mentalement, elle va dire mon mental me dit que c'est bon, je peux y aller parce que tout ça, son ressenti va pas être bon. Et donc moi, je pense qu'il faut être de plus en plus attentif à son ressenti. Ouais, on est dans C'est l'émotionnel. une difficulté pour moi d'ailleurs. Ouais, Parce que moi, je suis très mental. Alors justement, je voulais te parler une dernière question. Aujourd'hui, est-ce que tu traverses des défis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vis Ouais, que j'ai pas résolu. En vrai. Ouais. J'ai pas résolu, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sur beaucoup de projets et que du coup, il faut que j'apprenne à m'organiser mieux, à mieux me staffer au niveau de mon équipe, tout ça. Ça, c'est des défis que j'ai. Il faut que j'arrive à trouver des bonnes personnes là-dessus et que moi aussi, je m'organise mieux. Parce que clairement, c'est pas forcément ma qualité première, l'organisation. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de mental et c'était pas un hasard, c'est que moi je suis très mental dans mon esprit. Tu sais, moi je suis très fan de l'énéagramme. Ouais. Et du coup, l'énéagramme, tu as 3 centres, même en PNL. Tu as le centre mental, le centre instinctif et le centre des émotions. Et en fait, moi je suis un putain de mental. C'est-à-dire que moi je suis tout le temps dans ma tête en train de réfléchir. Mais du coup, j'étouffe un peu mon ressenti. J'étouffe un petit peu tout ça. Et donc du coup, j'essaie aujourd'hui de retrouver mes sensations à ce niveau. D'ailleurs, on a un pote en commun dans l'énéagramme, non? Oui, Nico. Nico, Ouais, je Nico, je vous mets le lien dessous. Allez Nico. voir, c'est très très intéressant. Ouais, Nico et Jean-Jacques, ce sont des perles en énéagramme. Ouais. Je vous mets les 2 liens De vraies et perles. je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ouais, c'est génial. Et voilà, mes défis sont là aujourd'hui. À D'accord. essayer d'un petit peu de me reconnecter avec mes émotions et mon ressenti. Quand je sens qu'une situation, je la sens ou je la sens pas. Arrêter de tout mentaliser. Moi, j'ai toujours besoin de dire voilà ma chaîne parce que je sais que mon mental, il est limité à un certain nombre de bits d'informations. Ça, c'est les études en neurosciences que j'ai fait et que mon inconscient, donc mon ressenti, lui, il sait tout, en fait, finalement, avant moi, avant même que je l'intellectualise. Donc, j'essaie juste d'apprendre à faire confiance à ça. Ce qui n'est pas facile, hein, franchement. Je me fais coacher pour ça, d'ailleurs. Bon, mais c'est cool. Donc ça aussi, tu vois, tu viens de dire un point qui est important, c'est que même toi, à ton niveau de réussite dans tes différents secteurs d'activité, tu te fais entourer, tu es entouré par des professionnels de tel ou tel secteur. Toi, tu m'aides beaucoup. Voilà, donc je me fais coacher par mes potes, tu vois. À chaque fois qu'on se voit, tu m'apportes plein de choses, tu vois. Donc c'est réciproque, je te rassure, tu le sais. Je me dis bien, j'essaie de t'apporter des choses que tu peux m'apporter, mais toi, tu m'apportes beaucoup de choses. Moi, je t'apporte certainement des choses aussi. Tu vois, je me fais coacher, tu vois, je me fais coacher aussi au niveau de... J'ai du life coaching aussi. Ah, bien. Je fais du life coaching sur certaines choses, certaines problématiques, parce qu'on ne peut pas vivre les choses et les analyser en même temps. C'est pas possible en fait. En vrai. Donc voilà, je suis là-dedans quoi.
Je suis là-dedans, quoi. Je peux pas, en fait, on peut pas faire correctement les deux à la fois. Ouais, je comprends. Donc, du coup, voilà, je me fais coacher, je fais pas mal de choses. Et là, présentement, j'ai un rendez-vous à 12h30. Je vais voir une psycho-bio-acupresseur. D'accord. Voilà, tu vois, donc je sais pas spécialement ce que ça fait. Et je vais voir, parce que dans ma logique et dans ma quête de vouloir me connecter à mes émotions, Non, mais c'est très bien. Ça. J'essaie de trouver des solutions. Voilà. Ben écoute, merci en tout cas de m'avoir reçu. Merci pour tous les auditeurs qui vont visionner cette interview. Et alors tu sais qu'on a une coutume chez Network Master Pro. Sais. Tu connais les vidéos. Donc tu as peut-être un dernier mot à ajouter. J'ai un mot à ajouter qui est extrêmement important, je pense le plus important, celui que vous devez retenir de cette interview, c'est inscrivez-vous dessous. Voilà, cliquez sur ou ici, ou ici dessus. Oh, ce sera en bas, ce sera en bas. Voilà, enfin quelque part en périphérie de la vidéo, il va se passer quelque chose. Ben, inscrivez-vous à ça parce que suivez cet homme-là, c'est un homme que j'ai suivi avant vous, du coup, pour le coup, parce que moi je l'ai interviewé. Mais voilà, c'est un homme que, voilà, tu sais que j'ai énormément de respect pour toi. Merci beaucoup. Quelqu'un d'inspirant. Je trouve que ce que tu fais au Mexique est juste extraordinaire, puisque tu arrives à refaire, tu as réussi quasiment à refaire en l'espace de moins de ans, en fait, ce que tu as fait en France. Alors même si maintenant tu as les schémas, que intellectuellement tu as fait des trucs, faut quand même oser tout repartir de zéro et merci beaucoup. Chapeau bas. Je te remercie et encore merci beaucoup. Et monter l'école, parce que tout ce que tu as dans la tête, toute cette expérience, toute cette sédimentation d'informations que tu as accumulée pendant toutes ces années d'expérience, c'est cool que tu la mettes au service des gens. Parce que voilà, je pense qu'il faut suivre de vrais leaders. Vous avez des gens qui ouvrent des écoles et qui ne sont pas des vrais leaders. Et je ne citerai pas de nom, sachez-le. Voilà, toi, tu es un vrai leader qui monte une école et ça, voilà, je trouve que c'est chouette. Écoute, je te remercie et encore merci à toi de nous avoir délivré autant de connaissances. Je pense que les gens vont vraiment apprécier, ont dû apprécier réellement cette interview. Et juste une discussion entre potes. Donc, ouais, voilà, mais c'est ce qu'il y a de mieux, non? Ouais. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et moi je répondrai aux commentaires. Tu me diras. Exactement, commentaires. Vous pouvez me contacter, je vous mets en connexion avec Yannick. Ou encore une fois, commercialequitable.com, hein, c'est ça? C'est ça. Et on vous remet le lien d'ailleurs. Et comme ça, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment une personne formidable qui va vous donner des conseils sur la vente. Croyez-moi, c'est le professionnel français de la vente. Donc contactez-le, allez sur son site. Je vous promets que si vous avez des préjugés, si vous pensez que c'est pas fait pour vous la vente, ou si vous avez des difficultés justement pour vendre un produit ou un service, c'est l'homme de la situation. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, une prochaine interview. Merci encore à toi Yannick de m'avoir reçu chez toi. Et puis on leur souhaite une très très bonne année 2016. On a l'habitude de le faire en vidéo, la bonne année. Mais c'est ça, c'est comme ça. On le fait toujours, c'est la tradition un peu. Amour, bonheur, argent et surtout la santé et tout ce qui va autour. Bye bye, à très bientôt. Bisous à tout le monde.